Je suis Philippe Tewen, je travaille chez Quartzlab depuis à peu près 4 ans et demi et je suis aujourd'hui responsable avec Guillaume Hayes de l'équipe Cribedit, contraction pour dire qu'on fait de la cryptographie, de l'embarqué et du hardware. Je vous avouerai ce matin, j'avais voulu préparer quelques slides et puis j'ai voulu surtout tester les démos que j'allais vous montrer. Et là, catastrophe, le logiciel du Logic Analyzer ne voulait plus démarrer en disant que la version n'était plus supportée, qu'il fallait que je mette à jour. Je mets à jour, la nouvelle version ne fonctionne pas, évidemment. Je prends une plus ancienne, mais ce qui ne fonctionne pas avec la plus ancienne. Enfin bref, maintenant tout est en ordre. Par contre, vous aurez droit à quelques photos, mais pas de slides. Voilà, voilà. Donc ici, je vous proposais de vous expliquer un petit retour sur une CSPN qu'on avait fait en début d'année, qui était assez sympa. En fait, c'était une CSPN qui était faite dans le cadre d'un intercesti. Donc, les CSPN, tout le monde sait ce que c'est. Maintenant, vous voyez peut-être moins l'envers du décor. Entre les différents labs, donc les différents CESTI en France, on a 5 CESTI software, 5 CESTI hardware. Assez régulièrement, l'ANSSI demande de faire des évaluations euh, donc qui ne sont pas demandés par un client externe. Donc ça veut dire en général, c'est des évaluations qui se font sur des produits open source et distribuent quelques projets différents ou différents labs pour évaluer leur niveau et voir un peu la qualité de leurs travaux et de leurs rapports. Cette année-ci était assez spéciale parce que, enfin, c'était en 2019, le challenge ASRCST était commun pour tous les labs, aussi bien hardware que software. Euh, et puisque ici, justement, l'ANSSI voulait un peu évaluer la capacité des laboratoires software à faire des évaluations qui impliquaient un petit peu de matériel et inversement à évaluer les capacités d'analyse logicielle de la part des laboratoires qualifiés de hardware. Pour faire ce projet, ils ont choisi un projet open source, encore une fois, mais ils ont choisi un projet de chez eux, qui est la Wookie. Je vais présenter un petit peu après ce que c'est. Je vais partager d'ailleurs mon écran au fur et à mesure. Ce sera plus simple pour vous montrer quelques images de la chose. Je vais partager tout l'écran comme ça. Ce sera plus facile au fur et à mesure de vous montrer les euh, différents logiciels, etc. Alors la Wookie, c'est un projet qui était aussi présenté au STIC en 2018. Donc si vous voulez savoir, apprendre plus sur ce projet qui est fait entièrement par l'ANSSI, je vous invite vraiment à aller voir cette présentation. Et les résultats même des différents labs de l'Intercesti de cette année-ci ont été publiés aussi au STIC 2020. Alors, il n'y a pas grand-chose dans la présentation parce qu'elle est très courte. Par contre, les actes font une centaine de pages et sont vraiment très fouillés. Si vous voulez avoir un peu un retour de ce que font les labs sur ce genre de produit. Enfin, je conseille vraiment la lecture de ce document-là pour en savoir plus. Alors, la Wookie, ça se présente comment? J'en ai pas sous la main. En fait, j'ai fait même toute la CSPN sans Wookie dans la main, puisque c'était mon collègue qui possédait la Wookie ouverte et la Wookie fermée qu'ils ont mis à disposition. Et moi, j'ai reproduit certaines parties sur, par exemple, une carte d'évaluation qui comporte le même processeur. Ah oui, on voit ma caméra en coin quand même, là, oui, d'accord. Qui comporte le même processeur que sur la carte principale. Enfin bref, on reviendra à tout ça plus tard. Donc ici, les photos, on a, donc ça c'est le prototype tel que le produit fini devrait être. C'est un élément qui se branche sur le port USB. On ne le voit pas ici sur cette photo, mais on a une carte SD qui va contenir des données qui doivent être sécurisées et l'appareil va servir d'interface d'authentification auprès de la carte et va faire un chiffrement, déchiffrement à la volée entre le PC et la carte. Le PC, lui, va simplement voir une clé USB traditionnelle et tout le chiffrement va être pris en charge du côté de la Wookie. C'est des authentifications fortes qui se font ici. Vous voyez, il y a une smart card, une Java card qui s'enfiche dans l'appareil pour protéger le PIN et les clés de chiffrement de la SD carte. Et le produit est très, très bien construit, assez fouillé niveau architecture
Et donc ici, on a une vue de l'élément qu'on a reçu pour l'évaluation, où là, on va retrouver le prototype ouvert avec tous ces connecteurs disponibles. Donc, on retrouve un gros STM32, un STM32F4. On voit le lecteur de SD card. Je ne sais pas si la souris va se voir. Ah oui, si, ça se voit un petit peu. On a un connecteur de USB card, donc le connecteur USB forcément. L'écran qui est un écran tactile, puisqu'on va y taper le code. PIN pour débloquer la carte. Et sur l'envers, on voit qu'on a ici le port pour mettre une smart card en contact avec la solution. Et puis, on a deux boutons reset et défu donc, pour la mise à jour du firmware qui, elle aussi, se fait avec une procédure très sécurisée. Et donc, la solution vient, quand elle est complète, avec trois cartes. En fait, c'est la carte d'authentification qui va être utilisée au quotidien pour que la personne s'authentifie auprès de son produit, de sa SD carte et pour activer le déchiffrement transparent. On a aussi une carte DFU qui sert à mettre l'appareil en DFU et être autorisé à faire une mise à jour du firmware. Donc ça veut dire que, imaginons même que vous laissez traîner votre Wookie quelque part avec la carte d'authentification, personne ne pourra aller reflasher son firmware dans votre auto et y mettre un éventuel malware, puisqu'il faut aussi être autorisé par le DFU. Et même le firmware lui-même est un firmware binaire qui est chiffré et qui est chiffré avec la troisième carte de signature. Cette carte de signature, en fait, donc elle ne rentre pas dans le device, mais elle va être utilisée sur le PC du développeur avec un lecteur de carte traditionnel pour signer le firmware. Donc, on a affaire à une solution très complète. Ici, on a une vue en action. La grosse board à côté, il ne faut pas trop y regarder, c'est simplement sur leur image, ils ont mis de quoi parler à la board via JTAG et ils ont simplement réutilisé le petit module JTAG de de ce gros PCB de démonstration. Et ici, donc, par exemple, on voit simplement l'écran de saisie du PIN qu'on utilise conjointement avec la carte d'authentification qu'on voit ici. Et on a un mode, donc, comme j'ai dit, pour faire la mise à jour du firmware. À ce moment-là, on utilise l'autre carte. Donc voilà, on a notre écran et ça permet de mettre une mise à jour sécurisée. Sur le plan logiciel, on ne va pas trop regarder ce que fait la Wookie, mais ils ont essayé de faire une architecture vraiment robuste en mettant en œuvre le principe du moindre privilège. Donc, chaque module est bien découpé, isolé dans sa mémoire et est capable de toucher uniquement au hardware dont il a le droit. Et on va avoir un découplage complet, par exemple, entre tout ce qui est driver USB, driver SD card et la partie cryptographie et déchiffrement. Donc, une grosse solution assez complète. Je vais couper le partage un instant. Donc ici aussi la particularité de cette intercity, c'est que l'ANSSI nous a demandé une première phase qui est l'établissement d'un plan de test. Alors la solution est assez grosse, hein, puisque bon, déjà même partie matérielle, partie logicielle sont très, très étoffées. Donc le but est de faire un plan de test un peu en mode lettre au Père Noël, même si l'évaluation allait prendre 6 mois. Donc en soi, l'écriture du plan de test fut un exercice assez conséquent. Et puis, on a une première réunion avec l'ANSSI, chaque CST a une réunion avec l'ANSSI pour récupérer certaines parties de ce plan de test et se les voir attribuer pour faire après une vraie CSPN de 25 jours, comme c'est fait habituellement. Sur la partie plan de test, alors on a récupéré certaines parties chez nous, des revues de code software, mais aussi des parties hardware. Par exemple, on avait des tests d'injection de faute à faire sur le processeur. Donc pour ça, pour ne pas griller une Wookie, je l'ai fait sur une board d'évaluation qui contient le même processeur. Et ah oui, ça c'est sur la photo, donc il faut que je repartage l'écran. On avait mis en place
voilà, une solution avec un chip shooter, donc capable d'envoyer des pulses électromagnétiques qui était monté là à l'époque sur mon imprimante 3D. Depuis, j'ai mis ça en œuvre sur une petite CNC, donc ce qui me permet de piloter la tête CSP, la tête du chip shooter avec un petit module imprimé en 3D fait sur mesure pour ça. Donc voilà, les prochaines évaluations du type seront en principe un petit peu moins bricolées que ce que j'ai fait avec l'imprimante 3D, mais bon, ça a marché, on a eu nos résultats, on était content aussi. On a eu aussi, donc dans ce test plan, là je viens vraiment au cœur de l'énoncé de ce talk, on a eu comme tâche de faire des attaques de type timing attack sur la validation du PIN de l'utilisateur. Donc timing attack, ça veut dire on va mesurer les différences de temps entre des scénarios différents, essayer de récolter de l'information à partir de ça. Je reviens ici sur l'écran. Voilà. Ah oui, donc ça j'ai oublié, je peux vous montrer aussi donc, les résultats de la campagne de test de faute électromagnétique où on peut voir en vert rien ne se passe et en jaune, orange, on commence à avoir des sauts d'une ou deux instructions. On peut commencer à faire des choses rigolotes et notamment bypasser des sécurités du bootloader. Donc ici, la mission était de tester une timing attack sur les validation du PIN de l'utilisateur. En fait, le protocole de discussion entre la smart card et la Wookie est assez compliqué et on n'en vient pas immédiatement à un test sur le PIN code, mais on a une première phase. Bon, déjà, il y a deux types de PIN. On a ce qu'on appelle un PET PIN et puis un user PIN. Le pet pin, c'est pet au sens animal de compagnie, donc c'est pour reconnaître le petit nom de sa Wookie et être sûr que c'est bien sa propre Wookie qu'on a devant nous, pas une Wookie trafiquée qui aurait été subtilisée par un attaquant. Et donc, la phase d'authentification auprès de la Wookie se passe ainsi. On tape un premier pet pin qui ne va pas être validé par la smart card, mais la smart card va dériver un secret et le renvoyer. Et ce secret va servir à déchiffrer le nom donné à la Wookie, du côté de la Wookie. Donc la Wookie va pouvoir afficher voilà, son petit nom que vous lui avez donné. Et si vous reconnaissez que c'est bien votre Wookie et qu'elle a le nom auquel vous attendez, ben, vous pouvez passer à la seconde phase et entrer votre user PIN pour réellement débloquer les clés de déchiffrement de la SD card. Donc, en théorie, pour arriver déjà à faire une timing attack sur le user PIN, il faut avoir fait les premières phases du protocole. Alors, pour la petite histoire, la première partie du protocole, dès la lecture de la cible de la Wookie, j'ai noté qu'il y avait une attaque crypto possible dessus qui permettait de bypasser complètement cette première partie par un brute force. Je peux vous l'expliquer assez facilement. Donc vous voyez, le PET-PIN est dérivé avec un algorithme du type du côté Wookie pour dériver ce qu'ils appellent une DK qui est envoyée au token. Et la DK va servir de clé de déchiffrement d'un secret qui s'appelle la ELK pour fournir les KPK qui sont des éléments qui de et donc pas bon, le DK n'est pas bon, donc le KPK sera quand même retourné mais ne sera pas bon et le Wookie sera incapable de déchiffrer et de valider les données qui sont stockées de son côté. Alors, où se trouve la faille ici? Simplement, en fait, donc DK est la clé de déchiffrement et KPK est le résultat du déchiffrement. Donc, on peut inverser l'opération. À partir du KPK et de la DK, on peut chiffrer KPK avec DK et on va obtenir ELK. Bon, ça, vous me direz, OK, on peut récupérer le ELK, mais pour ça, il faut avoir le bon PIN et le bon DK. Que nenni, il n'y a pas besoin,
puisqu'en fait, n'importe quel DK va produire n'importe quel KPK, et nous, on va pouvoir utiliser ce KPK et ce DK pour faire la même opération inverse et récupérer le ELK. Donc, en fait, en une seule requête à la smart card, même sans connaître le PIN, on peut extraire le ELK de la smart card. C'est un petit peu gênant. Et à partir de là, on peut, par exemple, programmer notre propre applet, enlever tout ce qui est mesure, les contre-mesures type 3 essais, et puis j'efface toutes mes données. Et il y a une deuxième contre-mesure qui est aussi, à chaque mauvais essai, la carte va mettre de plus en plus de temps à répondre. Donc, on peut faire sauter toutes les sécurités qu'on veut du côté de la smart card, et on va pouvoir comme ça automatiser du brute force de code PIN sur la Wookie pour retrouver le vrai pet PIN et pouvoir monter le vrai secure channel qui est derrière. Je peux vous montrer rapidement à quoi ressemblait. Donc, ça, c'est l'autre partie de notre travail, avec une petite Teensy, donc un petit microcontrôleur adjoint à la Wookie. On a pu automatiser l'ACI des codes PIN sur le touchscreen, ou faire croire en tout cas que le touchscreen avait été activé et envoyer des informations à la Wookie comme si le touchscreen envoyait des positions. Et donc, ça nous a permis d'automatiser la phase de brute force complètement. Et en quelques heures, ça nous a permis de retrouver le premier pet pin. Une fois qu'on a le pet pin, on peut introduire la vraie. Ah, pourquoi est-ce qu'il ne veut plus charger mon image là? Parce que ce n'est pas un PNG. Hop, petit instant, 2 secondes, j'essaie juste de fixer mon image pour vous la montrer. Voilà, ça devrait mieux se passer. Effectivement, la voilà. Et donc ici, on voit que si on met la carte d'authentification qu'on a reçue qui nous a été donnée par l'ANSI, et qu'on introduit le pet pin qu'on a pu brute forcer, on retrouve le pet name qu'ils avaient attribué à notre produit et qui s'appelle ici donc Intercesti QB Haute. Donc ça, cette première phase du protocole peut être bypassée. Évidemment, dans nos tests ici, on a reproduit la partie de l'applet qui nous intéressait sans devoir s'embarrasser de monter cette première phase du protocole ainsi que le Secure Channel. Alors maintenant, en pratique, comment est-ce qu'on va faire une timing attack sur ce genre de carte? Simplement, on va aller se positionner sur les pins de la carte en question. Ici, on n'a pas besoin de grand-chose puisque une carte type ISO 7816 ou pour ceux qui se compliquent la vie 7816, il suffit d'aller se mettre donc sur le grand pour avoir une référence et sur la pin d'IO, puisque une smart card va parler avec un protocole qui ressemble fort à un port série, mais où on va retrouver RX et TX sur la même pin, qui est la pin d'IO. Donc avec tout ça, on peut mettre en place une solution pour aller observer ce qui se passe sur cette pin IO. Alors ça, c'est la solution qui était montée sur le setup de mon collègue. On peut simplement, pour ne pas chipoter avec des soudures partout, utiliser par exemple un adaptateur pour brancher une smart card vers ici un slot qui contient aussi une espèce de fausse carte. Donc avec ce petit montage-là, ça nous permet de nous connecter très facilement sur n'importe quel pin d'interfaçage entre le lecteur et la carte proprement dite. Et puis d'y brancher un petit Logic Analyzer. Ici, c'est des Logic Analyzers qui sont compatibles avec les logiciels de Salea, qui coûtent vraiment une bouchée de pain sur Ali. C'est genre, je sais pas, 2-3 euros, quelque chose comme ça. Maintenant, je vais vous montrer mon propre setup. Alors attention, là, ça va tourner. Voilà, voilà. Un peu plus droit. Donc ici, on va simplement retrouver, bon, vu que j'avais un seul jeu de ces adaptateurs-là, j'ai dû m'en bricoler un de mon côté. Donc j'ai simplement député un lecteur classique de cartes.
puisque bon, on était faire quelques micro-soudures dedans pour aller se mettre sur les connecteurs en question. Bon, tant qu'à charcuter mon appareil, je l'ai prévu aussi pour, il manque quelques fils, mais pouvoir faire du man in the middle, donc pouvoir faire de l'interception de signaux à la volée. Mais ici, on n'a pas besoin de ça, on fait juste une écoute passive des signaux, on n'a pas besoin de se mettre en coupure vraiment dessus. Et on a simplement un pinout header ici qui ressort, qui nous permet d'aller nous connecter au pin qui nous intéresse. À savoir ici, donc on a la clock, le reset, la tension, l'IO, la pin historique de programmation et la terre, la masse. Donc on va simplement y connecter un analyseur logique. Bon, ici, il est beaucoup trop évolué pour ce qu'on veut faire, mais on va faire avec. Donc on se connecte sur la masse et sur la pin d'IO. Voilà, on met notre carte dedans. Et puis, côté PC, hop, on va repartager l'écran ici. Côté PC, on va utiliser un analyseur logique de ce type-là pour aller observer ce qui se passe dessus. Alors, oui, avant d'arriver là, simplement, donc on a aussi regardé le code source de leur application pour voir ce qu'elle faisait, hein, puisque le but de cette attaque, c'est de voir si par hasard, ils n'auraient pas fait des erreurs grossières qui donneraient une fuite d'informations en temporel sur l'exécution de leur applet dans la Java carte. Et ça, on va pouvoir retrouver par exemple le code source sur leur GitHub et voir comment ils s'y prennent. Ici, ce qui nous intéresse, donc c'est la fonction checkpin qui va simplement avec ici, non pas celui-là, inject, qui est en fait un simple appel à l'API Java Cart officielle pour faire ce genre de choses, qui s'appelle Owner Chip Check, je pense. Owner Pin Check, pardon. Et donc, a priori, à la lecture du code source, il ne pourrait pas y avoir grand-chose comme problème. Bon, arrivé à ce stade-là, si c'était une vraie CSPN pour un client, on aurait vérifié le code source, on dit OK, ça va, il appelle gentiment la fonction qui est prévue pour. A priori, pas besoin de monter une attaque hardware. La carte, c'est une carte EL6+. Ça ne vaut pas beaucoup la peine de faire quelques tests avec un petit matériel bas de gamme comme ça. Mais comme ici, le but de cet exercice-ci, c'était aussi pour les labs software de démontrer qu'ils étaient capables de faire un minimum de manipulation hardware. On s'est dit, OK, on va faire le jeu, on va expliquer dans le rapport comment on s'y prend. Et donc, on a quand même mis cette attaque en œuvre. Donc, pour activer l'applet, là, je cherche mon code source. Pardon, hop, voilà. C'est ici. Donc là, j'ai un simple script Python qui va simplement envoyer quelques APDU à la carte et voir leur réponse. À savoir, ici, on va faire une sélection de l'applet en question. Pour pouvoir se faciliter la vie, en fait, on est capable de configurer l'applet avec le pin code qu'on veut. Et puis après, on peut essayer de débloquer l'applet avec notre pin code. Donc, je reprends l'analyseur logique. Si on veut tester ce genre de choses, comment est-ce qu'on s'y prend? On va simplement exécuter. Alors ça, c'est sur notre fenêtre. Hop, non, là, voilà. On va exécuter notre fichier de test que vous voyez là derrière en lançant ici l'analyseur logique qui attend de recevoir un signal pour commencer à loguer. Et donc, on va ici lancer la chose. On va espérer qu'on n'a pas d'effet démo. Non, c'est bon, il y a des choses qui se passent, c'est bien. Et donc, sur l'analyseur logique, on va pouvoir observer les signaux qu'on a pu intercepter sur la pin d'IO.
J'ai pas affiché la cloque ici, j'ai pas mis de canal sur la cloque, mais on va simplement sur la cloque, on va simplement voir un signal, enfin une horloge à 4 MHz, pas très intéressante. Et on voit qu'on a en quelque sorte deux phases dans notre réponse, puisqu'il y en a une qui est assez large, et puis un peu plus loin, il y en a une qui est plus serrée. En fait, la partie large, c'est ce qu'on appelle l'ATR, c'est le Answer to Reset. C'est la manière standard pour une smart card de s'identifier auprès d'un lecteur. C'est dès qu'elle est mise sous tension et qu'on lui applique un reset. C'est donc par définition Answer to Reset, c'est la réponse au reset. Elle va envoyer une série de données. Cette série de données c'est envoyée à une fréquence bien déterminée puisque le baud rate est égal à la fréquence d'horloge divisée par 372. Et si on ne la connaît pas, cette fréquence d'horloge, on peut simplement aussi se référer à la taille des différentes parties du signal. Je ne sais pas si ça passe très bien à la vidéo, mais donc ici, c'est la partie la plus courte des signaux de réponse. On voit qu'elle fait 93 microsecondes. Et donc, si on en prend deux pour faire un cycle, il nous indique qu'on a 5369 kHz. Un symbole élémentaire, c'est la définition du baud. Donc ce ne sont pas des bits, mais des bauds, puisque dans une transmission, on n'a pas que des bits de données, mais on a aussi des symboles de départ, des symboles d'arrêt, des symboles de parité, etc. Donc les bauds sont directement reliés à ce qu'on retrouve ici. Et si on inverse à 93 microsecondes, on trouve 10 700 quelque chose, et donc, qui est le double du 5369. Et donc ça nous donne notre vitesse en baud. Et pour ça, on peut éventuellement activer un analyseur logique. Donc je ne sais plus exactement, là c'est dans les 10 700. On va voir si ça passe. Alors, il m'a fait le coup tout à l'heure aussi, je ne sais pas pourquoi, mais l'analyseur n'a pas fonctionné comme je voulais sur cette nouvelle version que j'ai réussi, vaille que vaille, à faire fonctionner. Euh, ou alors, non, je ne sais pas pourquoi, il ne me donne pas le résultat. Bon, il n'est pas essentiel ici pour la compréhension, mais simplement, on peut avoir directement un décodage des bytes dans la fenêtre d'analyse logique. Et on aurait vu une séquence ici qui de toute façon n'est pas très intéressante. La suite du signal se passe plus vite parce qu'après il y a une négociation pour pouvoir utiliser des vitesses plus élevées. Et ici, il tombe sur une vitesse qui est 12 plus élevée que cette vitesse initiale. C'est pour ça que les données ont l'air plus denses. Et on va se retrouver avec des séquences comme ceci, où en fait, bon, c'est dommage que je n'ai pas l'interprétation qui s'affiche ici. Celle-là, de toute façon, est en principe en mode plus rapide. Hop, save. Non, il ne veut rien décoder du tout. Pas sympa. Mais on va retrouver les APDU envoyés et les APU de réponse. De toute façon, leur interprétation, je les ai ici. Elles sont plus faciles à suivre directement dans la console. Donc le ATR, c'était la partie lente du signal. Et puis, on voit que les commandes et les réponses ici sont affichées. Donc, si je vais un petit peu plus loin, voilà la commande et la réponse. Hop. On voit qu'on a la sélection de l'application. Le 9000, c'est la façon standard pour une applet de dire OK, tout va bien. Donc, on a le set. Et puis ici, on essaye de débloquer et on a une réponse OK puisqu'on a réussi enfin, on a donné le même code PIN que celui qu'on a configuré. On voit dans la réponse le 3, ça signifie qu'on a encore 3 essais puisqu'on a donné la bonne solution. Si on met des mauvais pins, on va voir un décrément du nombre d'essais qui sont encore autorisés. Et puis après, si on dépasse, la carte en principe s'autodétruit. Pas dans notre application de test ici, puisque bon, pour simplifier la vie, on a enlevé ces mécanismes de sécurité.
Que dire de plus? La façon d'envoyer les pins ici, vous voyez qu'elle est faite sur une longueur fixe, en fait, où les données, ils vont systématiquement envoyer 15 digits de pins et donner combien de digits ils donnent au final. Ici 4, donc on a 4 digits significatifs et puis le reste c'est du blanc. Ils utilisent des tailles fixes de commande pour éviter des attaques du type. Donc ici, on a l'information qui passe en clair, mais n'oublions pas que cette information passe en principe dans un secure channel, donc un canal de communication qui est chiffré. Et il ne faudrait pas que quelqu'un qui arrive à mettre un petit bug, comme ici on le fait, dans la Wookie et qui espionne la ligne d'IO de la smart card puisse récupérer le pin code ou ne serait-ce que puisse récupérer la longueur du pin code. Et donc, la longueur de la commande ne dépend pas de la longueur du pin code. Bon point pour eux. Et donc maintenant, on va mettre en œuvre une mesure du temps, puisque ce qui nous intéresse, c'est une fois qu'on va faire l'instruction pour déloquer un code PIN, on va regarder combien de temps met la réponse. Alors ici, je n'ai pas le décodage, donc je suppose que le décodage qui nous intéresse, c'est celui qui est ici, où là, on va retrouver, donc ouais, c'est ça, la commande est ici. On voit le pattern qui se répète là, en fait, c'est tous les zéros de cette commande-là. Et puis, on voit que ça prend un certain temps, ici 12 millisecondes, pour obtenir une réponse de la carte, et la réponse de la carte qui est OK. Donc, maintenant, le code Python que je vous ai montré, on va en faire une version qui va être instrumentée. Et petite chose sympathique avec ce logiciel, c'est qu'il y a moyen de le configurer dans les options pour activer en fait ici en mode développeur un remote scripting server et donc on va pouvoir prendre contrôle de l'application à distance et quelqu'un a fait une petite bibliothèque Python pour ça, donc parfait, on a tout ce qu'il nous faut. Et voilà donc le script précédent qui c'est vraiment juste de la gestion d'APDU, rien de spécial. Cette fois-ci, on va mettre en place des commandes pour configurer un pin et pour débloquer le pin. Et quand on va débloquer le pin, on va avoir quelques séquences supplémentaires pour gérer l'analyseur logique. Donc vous voyez, on va ouvrir la connexion avec l'analyseur logique. On va, une fois qu'on est prêt à balancer le pin, on va lancer une capture. On va attendre un petit peu, histoire d'être sûr que le logiciel de capture soit prêt à capturer. Et puis, on va effectivement envoyer, transmettre cet APDU, obtenir la réponse. Et puis après, on va simplement exporter les données qui auraient été capturées par l'analyseur logique. Et puis, on fait un petit traitement simpliste du fichier natif enregistré, qui est simplement un CSV. Extraire les informations qui nous intéressent, en faire un petit tableau Python. Et puis après, la mesure qui nous intéresse dans ce signal, en fait, c'est donc maintenant, on va lancer la capture uniquement sur la dernière commande et la dernière réponse. Et le temps qui nous intéresse, c'est ce temps-là, le temps entre la commande et la réponse. Donc, en fait, ici, on va simplement regarder quels sont les temps entre chaque montée et descente de signal. Et dès qu'on a un délai relativement important, donc dans le toggling de bits de l'envoi de la PDU, on est dans la partie plus longue, on attend la réponse, on va récupérer ce temps-là et l'afficher. Bon, voilà. Donc le script ici est archi simple. Et si on lance cette commande, donc ici, qu'est-ce qu'on va lui faire faire? Dans un premier temps, on va d'abord voir s'il n'y a pas une relation temporelle entre la longueur du pin correct et la longueur de n'importe quel pin. En général, on commence par là quand on fait une night timing attack, même si c'est un mot de passe sur un IoT, peu importe. On va d'abord essayer de voir s'il y a moyen de deviner la bonne longueur du mot de passe avant d'essayer de brute forcer le mot de passe en question. Donc ici, si on regarde ce qu'on fait, voilà, simplement, vous voyez que pour des n qui vont aller de 3 à 5, on va envoyer des pins
constitué que de 9, puisqu'on sait bien que le bon pin, c'est 1, 2, 3, 4. Donc là, on sait bien que les pins qu'on envoie ne sont pas bons. Par contre, on va faire varier leur longueur et regarder un petit peu ce qui se passe. Donc ici, j'ai mon analyseur logique et on va croiser les doigts que la démo fonctionne. Et voilà, on voit que le GUI de l'analyse logique clignote dans tous les sens parce qu'il fait ses captures. Il est un peu gênant à utiliser parce que quand on fait des captures longues, on a chaque fois ce GUI qui pop-up, on est incapable de travailler sur l'ordinateur en même temps, mais enfin bon, ça fait le taf. Donc ici, analysons un petit peu les résultats qu'on a. Donc j'ai simplifié la capture. Ici, j'ai juste fait un pin de longueur 3 pour longueur 4, longueur 5, et puis un pin correct. Alors quand le pin est correct, forcément le délai est plus long, mais bon, on ne gagne pas grand-chose puisque ça ne se passe que quand le pin est correct. Par contre, ici, pour des pins qui n'étaient pas corrects, on peut quand même noter que le délai sur le pin de longueur 4, qui est une longueur correcte, est plus important d'une fraction que les pins sur les ondes de valeur. Bon, là, je vous ai fait juste la petite démo rapidement, mais si on fait des acquisitions plus longues, on obtient ce genre de choses. Et là, on voit que pin de longueur 4, 9,55, alors que tout le reste se passe entre 9,45 et 9,50. On essaye un pin d'une autre longueur pour voir si ça tient la route. Ici, on va faire un pin de longueur 8. Et là, surprise, quel est le plus long? Ben, c'est celui-ci. Pin de longueur 12, quel est le plus long? Crac, c'est celui-là. Bon, là, c'est un petit peu gênant parce qu'en fait, on n'a pas attaqué l'applet de la Wookie, mais on vient de faire une attaque vraiment sur la partie vérification de code PIN de l'application, enfin de l'OS Java Cart qui est fourni sur la carte en question. Carte en question, oui, j'ai passé ça outre, mais les cartes qu'on avait reçues pour la Wookie étaient en fait des anciennes Java cartes J3D qui se trouvait chez mon collègue. Et comme il fait que je à cette piste pour tester l'attaque ici, j'ai pris une J3R200 qui est une des cartes les plus récentes qui existent aujourd'hui. Et puis là, patatras, je constate ce problème-là. Par après, j'ai pu tester d'autres cartes. Alors, c'est assez particulier parce qu'il y a des cartes de la même série qui n'ont pas le problème. Il y a des cartes. Bon, là, par exemple, j'ai une carte J3H081 où là, on a aussi le problème, mais alors là, il est très très flagrant, hein, parce qu'on passe directement de 15 millisecondes à 22 millisecondes. Là, si je reprends celui-ci sur le longueur 8, voilà, de nouveau, voilà, on passe de 15 à 22. Le longueur 12 se trouve ici. Donc sur cette carte-là, l'effet est vraiment catastrophique. Ça, c'était la J3H081, mais à côté de ça, la J3H145 que j'avais, elle n'était absolument pas susceptible à ce type d'attaque. Donc, c'est déjà pour remonter le problème, chez NXP, ce n'était pas nécessairement évident parce qu'ils ont tellement de versions de JavaCart qui sont labellisées globalement toutes comme étant du J3H, J3R, etc. Donc, c'était assez compliqué de s'expliquer au début. Alors bon, oui, je vous ai parlé de QuarkSlap, mon employeur actuel, mais j'ai oublié de vous dire que précédemment, j'ai fait 15 ans chez NXP dans le Crypto Competence Center, dans la Business Unit Identification qui fait ce genre de JavaCart. Donc, j'ai encore quelques bons amis par là. Donc, forcément, quand j'ai vu le problème, première chose, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé un de ses anciens collègues en lui disant, j'ai trouvé un truc un peu bizarre là. Donc après, on a fait les choses proprement, on a envoyé une notification officielle à leur PSIRT, le CERT interne à NXP qui gère ce genre de problème. Bon, derrière se retrouvent les mêmes personnes qu'avec qui je venais de parler précédemment. Là, on a eu un peu du mal au début à reproduire le problème, simplement encore une fois parce que je leur ai dit, moi j'ai pris une J3R200 et j'ai ce problème-là. Eux, ils ont pris une J3R200 et ils n'avaient pas le même problème parce qu'il y a 36 versions différentes des J3R200. Et comme la fonction d'identification des JavaCart n'est pas vraiment publique
et que je n'ai pas les documents NDA qui vont avec, ça m'a pris un peu du temps de pouvoir vraiment identifier la carte que j'avais en main. Une fois que j'ai pu l'identifier, ils ont pu reproduire le problème chez eux. Et après, il y a eu forcément quand même un petit dialogue pour savoir euh, comment réagir officiellement. Je leur ai expliqué aussi que ça avait été vu par accident, mais quand même dans le cadre d'une CSPN et qu'il fallait quand même qu'on en fasse rapport à l'ANSSI, donc que forcément l'ANSSI allait être au courant. Donc eux, ils ont vérifié de leur côté aussi que ça ne mettait pas en danger leur certification EL6+. C'est là qu'on voit que c'est quand même un aspect assez administratif, hein, puisque nulle part dans le document des choses à faire valider pour avoir une carte certifiée EL6+, nulle part n'était mentionné le fait qu'il fallait quand même être timing résistant sur la longueur du code PIN. Alors, il y a bien une résistance sur le choix du code PIN. Là, je ne vous ai pas fait la démo, mais si on refait le même test et qu'on essaye plusieurs codes PIN de la même longueur et que parmi celles-là, on met le bon code PIN, on n'a pas de variation significative du temps. Et même si on refait plein de mesures pour un petit peu faire la moyenne du bruit, on n'a pas de vraie attaque sur le code PIN proprement dit, ça se passe uniquement sur la longueur du code PIN. Donc, vu que, et ça on va en discuter dans un instant, ce n'est pas forcément une attaque très critique sur un produit qui est déployé en temps réel, vu que ça ne met pas en question leur certification, on dit bon, ok, allez-y, publiez. On a aussi été voir l'ANSSI pour être sûr que c'était OK de publier tout ça. Donc, on a fait un petit blog post. Si vous voulez un peu plus de détails techniques sur le déroulé, je vous invite à aller lire le blog post qui est publié sur le blog de Quartz Lab. Je vais peut-être couper ma caméra là. Hop. Et j'arrive tout doucement à la fin. Je ne sais plus si j'avais encore quelques remarques à vous faire. Hop, je remets la caméra par là. Oui, sur la dangerosité de l'attaque, entre guillemets. Bon, là, il faut savoir quand même qu'on avait fait sauter la protection du test de essayer 3 pins maximum. Forcément, on parle de brute force ou autre. Si on peut faire que 3 essais, ça limite quand même fort les choses. Mais théoriquement, le nombre d'essais, c'est quelque chose qui est configurable par l'utilisateur. Et donc, on pourrait imaginer une situation où c'est peut-être un peu plus délicat. On a un peu plus de chances statistiquement de trouver le bon code PIN si on a, je ne sais pas, une vingtaine d'essais à faire, si on connaît déjà la bonne longueur que si on ne la connaît pas. Mais en pratique aussi, on sait bien que quasiment tout le monde doit utiliser des pins de 4 chiffres ou d'autres longueurs qui seront documentées dans le cas d'usage du produit en question. Donc, c'est une espèce d'anomalie parce que quand même pour une AL6+, ça fait tâche, mais ça ne remet pas fondamentalement en question l'usage de ces petites cartes en situation réelle. Voilà, c'était pour vous partager un petit peu du côté CESTI, comment se passent les CSP, notamment les CSP inter-CESTI, et comment avec 3 sous, on peut monter quelques tests qualifiés d'attaque hardware, même si ça n'implique pas énormément de hardware comme vous l'avez vu. Il faut juste être capable de faire 3 soudures. Et voilà. On a peut-être un peu de temps pour les questions ou JP, tu me dis